Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 53 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Olivia Carpi. Bonjour Olivia. Bonjour Nicolas. Alors Olivia, vous êtes primo-moderniste, vous êtes spécialiste d'histoire urbaine dans la partie nord de la France spécialement. Vous avez travaillé notamment et publié plusieurs ouvrages sur les guerres de religion française dans la deuxième moitié du XVIe siècle, dont un en 2012 qui est un ouvrage de synthèse, Les guerres de religion 1559-1598, un conflit franco-français, paru chez Ellipse. Donc vous avez d'autres ouvrages qui sont sortis par la suite. Donc après votre thèse aussi, vous avez fait de nombreuses recherches et puis, il n'y a pas longtemps, vous vous êtes intéressé aussi, suite à un colloque organisé par notre amie Marjolaine Boutet qui s'intitulait « Guerre en série », vous êtes passionné véritablement pour les représentations à la fois iconographiques et mentales des guerres de religion dans l'imaginaire collectif. Donc ça vous a amené à vous intéresser de près aux productions audiovisuelles qui portent sur ces guerres, notamment à la série « Le Chevalier de Pardaillan » dont vous allez nous parler aujourd'hui, que vous avez fait déjà analyser dans un article sur la revue en ligne TV Série dirigée par Sarah Hatchuel et Ariane Hudley, qui est notre partenaire. Je rappelle, vous avez le lien sur notre accueil du site histoireensérie.com et puis vous avez aussi analysé une autre série qui s'appelle La Guerre des Trônes qui était parue sur France 5. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous connaissez bien cette période, vous connaissez bien les séries sur cette période et je suis ravi donc d'évoquer avec vous aujourd'hui une série française, Le Chevalier de Pardaillan. Alors, peut-être pour commencer, Olivia, pouvez-nous nous présenter la série ? Oui, bien sûr Nicolas. Donc cette série, Le Chevalier de Pardaillan, comporte 15 épisodes de 52 minutes, ce qui est un format standard. Elle a été diffusée sur Antenne 2 du 3 janvier au 10 avril 1988. Le problème, c'est qu'actuellement, elle n'est disponible ni en DVD ni en streaming, mais visionnable uniquement sur les archives donc de l'INA. Elle a été réalisée par José Dayan, dont c'est la première série, puisque jusque-là, elle a surtout fait de la captation de pièces de théâtre et de téléfilms, dont deux, L'Embrumé et Le Deuxième Couteau, avec Patrick Bouchité, qui incarne le chevalier de Pardaillan, dans la mesure où, de son propre aveu, José Dayan est toujours fidèle à ses acteurs ou comédiens. Au moment où elle tourne Le Chevalier de Pardaillan, José Dayan est inconnue du grand public. Elle est beaucoup moins assise dans le métier de réalisatrice que Marion Sarraud, par exemple, et elle n'accède au statut de reine de l'audimat qu'au tournant des années 90-2000, statut qu'elle a conservé aujourd'hui, notamment avec les adaptations télévisuelles des romans de Fred Vargas ou encore la série Capitaine Marlowe, diffusée depuis 2015 sur France 3. Alors à propos du Chevalier de Pardaillan, on peut parler donc de feuilleton télévisé historique, à condition de s'entendre sur la définition de ce terme, dans le sens où l'histoire, au sens de narration, qui est racontée dans la série, se situe effectivement à une période précise, qui est celle des guerres de religion. Elle fait intervenir des personnages ayant existé, tels que Catherine de Médicis, Charles IX, Henri III, le duc de Guise, pour les plus illustres. Elle évoque également des événements qui ont eu lieu, comme la Saint-Barthélemy ou l'assassinat d'Henri III. Mais il faut bien avoir à l'esprit que les véritables héros du programme sont les Pardaillan, père et fils, Honoré et Jean, dont le destin croise le fil de la grande histoire presque malgré eux, en raison de la croisade amoureuse qu'ils poursuivent. En effet, Jean de Pardaillan cherche tout d'abord, avec l'aide de son père, qui laisse d'ailleurs la vie, à soustraire l'élu de son cœur, Loïse, et sa mère, Jeanne, épouse du duc François de Montmorency, leur voisine qui vivent incognito à Paris, rue Saint-Denis, des griffes du maréchal de Dainville, qui est le frère du duc de Montmorency et qui est follement amoureux de sa belle-sœur. Puis 15 ans plus tard, Pardaillan fils veut venger la mort de Loïse, qu'il a finalement réussi à épouser et qui a été poignardée par Maurevert.
En réalité, il serait plus adéquat de parler de séries en costume plutôt que de séries historiques à propos du Chevalier de Pardaillan, également pour d'autres raisons dont je reparlerai. L'autre petit problème, si l'on peut dire en quelque sorte, ou en tout cas l'autre caractéristique de la série, c'est que déjà au moment de son tournage en 1986 et de sa diffusion en 88, elle a un côté indéniablement désuet, ce qui n'est pas très flatteur pour elle. Dans la deuxième moitié des années 80 et même quasiment à la fin des années 80, l'âge d'or des feuilletons historiques télévisés est révolu. C'était les années 60-70, dont datent des séries cultes comme Le Chevalier de Maison Rouge, Thierry Lafronde, Belphégor, etc. Et donc le Chevalier de Pardaillan est conçu sur le même modèle, c'est-à-dire l'adaptation pour le petit écran sur le modèle des films à grand spectacle, français ou américains, par des productions donc tournées d'ailleurs par des réalisateurs qui viennent souvent du 7e art ou des téléastes et donc qui ont été élaborés par des scénaristes de talent. Ça consiste en adaptation de romans historiques, préférentiellement ceux de Dumas ou de Jules Verne ou de romans populaires de la Belle Époque. Alors, le problème, c'est que depuis l'époque de l'ORTF, les temps ont bien changé. En 1988, il y a, on le sait, 6 chaînes de télé, dont 3 privées, et les séries qui ont la faveur du public à ce moment-là sont les séries américaines, type Dallas, Dynasty, Magnum, K2000, etc. Alors, dans ce cas, on peut se demander pourquoi continuer à faire de la série historique à la française, à l'ancienne, avec un côté vintage, il faut le dire, pour des raisons commerciales, en fait. Il faut occuper des créneaux d'antenne moins rentables que d'autres, ceux de l'avant prime time, ceux de l'après-midi, et par exemple, Le Chevalier de Pardaillan était diffusé le dimanche à 17h10. Et donc, à la direction des chaînes publiques, on se dit qu'on peut tabler sur une valeur sûre de la télé en jouant en quelque sorte sur un effet de nostalgie, sauf qu'on le fait avec des moyens beaucoup plus limités que par le passé. Et donc, Le Chevalier de Pardaillan, c'est une série qui relève de ce que les spécialistes appellent avec un certain dédain une spaderie, en référence à Henri Spade, qui a radicalement changé la manière de travailler de la SFP en remplaçant le 16 mm par la vidéo, en tournant essentiellement en studio avec des cadences effrénées, ce qui permet d'abaisser les coûts mais aussi la qualité des émissions. Et c'est ce qu'est Le Chevalier de Pardaillan qui, de ce point de vue-là, présente quelques défauts à la fois formels mais aussi de fond qui posent la question de la place de l'histoire dans cette œuvre. Alors, justement, Olivia, peut-être comme première véritable question, on peut se poser justement celle sur la nature de l'œuvre, vous le dites, c'est-à-dire la question de la double fictionnalisation qu'on a mis ici visuellement pour les téléspectateurs, puisqu'il s'agit effectivement d'une double fictionnalisation de l'histoire avec tout d'abord l'adaptation, vous l'avez dit, d'un roman historique, et ensuite, donc, on a cette idée que les guerres de religion sont ici montrées à travers cette série-là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Olivia ? Alors, effectivement, on peut parler de double fictionnalisation de l'histoire parce que la série, effectivement, correspond à l'adaptation d'un roman. Or, ce n'est pas un roman historique classique, sachant que même le roman historique est déjà considéré comme une histoire feinte. La série est tirée des 4 premiers tomes d'un roman feuilleton qui en compte 10, donc c'est vraiment un roman fleuve, qui a d'abord été publié dans la presse quotidienne à partir de 1902. Et il s'agit de la série, donc du feuilleton Les Pardaillans de Michel Zévaco. Alors, il est vrai que Zévaco se pose comme un épigone de Dumas ou d'Hugo. Il est vrai aussi que les travaux de littéraires, spécialistes de son œuvre, révèlent que Zévaco était très pointilleux sur sa documentation. Cependant, incontestablement, Les Pardaillans, ce n'est pas un roman historique classique, contrairement à ceux de Dumas notamment, c'est un feuilleton. Et ça contraint l'auteur à écrire vite afin de rendre sa copie quotidienne, ce qui donc est peut-être générateur d'erreurs, et il y en a de nombreuses. D'autre part, il ne faut pas oublier que c'est un roman de cap et d'épée, qui est lui-même un sous-genre, voire pour certains un faux genre du roman historique, encore moins soucieux de la véracité historique que dans le cas de Dumas, par exemple. En effet, dans le but
le roman de KPDP, le but n'est pas prioritairement de narrer l'histoire avec un grand H, mais les aventures mélodramatiques d'un personnage haut en couleur, fougueux, bretteur, redresseur de tort, en le faisant évoluer dans un univers recréé de toutes pièces, pas nécessairement dans une intention de fidélité à la réalité historique, ou du moins à ce qu'on pouvait en connaître à l'époque, mais dans une perspective illusionniste. Il s'agit en fait de projeter le lecteur et partant le téléspectateur dans un cadre temporel excentrique, pittoresque et dépaysant, mais pas nécessairement vraisemblable. Du coup, on ne s'étonnera pas et on ne s'indignera pas plus non plus qu'il y ait de nombreuses erreurs historiques, non seulement dans le roman, mais aussi dans la série, phénomène qui est encore accentué par les modalités de production de l'œuvre elle-même, dont je parlais tout à l'heure. Il faut travailler extrêmement vite. José Dayan se vante de tourner 12 à 13 minutes de programme quotidienne, avec peu de moyens, ce qui explique la prédominance des scènes d'intérieur, dans des décors réemployés, qui sont ceux des studios de la Butte Chaumont. Ça vaut également pour les costumes et les accessoires. Alors, il y a des anachronismes flagrants par moment dans les costumes ou dans les accessoires. Il y a très peu de scènes d'extérieur parce qu'on a aussi, là aussi, se déplacer, ça coûte cher. Il y a très peu de figurants. Et eu égard aussi aux règles de décence qu'impose l'ancêtre du CSA, créé en 1989, dans la série, bien qu'il s'agisse des guerres de religion, on s'aperçoit que la guerre est extrêmement peu présente, voire quasiment absente, de même que la violence, parce que même lorsqu'on essaye de montrer la violence, comme le massacre de la Saint-Barthélemy ou l'assassinat du duc de Guise, c'est fait de manière totalement caricaturale, et en fait ça frise plus le ridicule que le tragique. Et puis le dernier problème, en fait, vis-à-vis de la fictionnalisation de l'histoire, quant à l'incarnation des personnages historiques, c'est que s'ils leur ressemblent à peu près physiquement, encore que, mais enfin bon, on va dire que globalement, ils ressemblent à peu près aux personnages tels qu'on peut se les représenter d'après les tableaux de l'époque. Néanmoins, le jeu des comédiens est extrêmement outré, bien que certains d'entre eux soient des comédiens des professionnels très respectables, formés à l'école de la comédie française. Catherine de Médicis en particulier, elle est totalement caricaturale, elle roule outrageusement les airs, il tire à l'envie les syllabes finales, donc finale, comme ça. Charles IX est totalement hystérique. Bon, donc du coup, c'est vrai que cette façon de représenter l'histoire n'est pas très flatteuse pour l'histoire elle-même, et il est vrai que la plupart du temps, on est dans la caricature. Alors justement, Olivia, par rapport à ces questions-là de représentation de l'histoire, de ce qui est aujourd'hui l'historiographie, même de ce que c'était déjà à l'époque, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une certaine vision, on va dire, passéiste des guerres de religion qui est mise en avant dans cette série? Alors si, bien sûr, c'est vrai que j'ai l'air un peu sévère de prime abord quant à la forme de l'œuvre, et c'est vrai que, et d'ailleurs je ne suis pas la plus sévère, les critiques, les spécialistes ont la dent très dure contre le Chevalier de Pardaillan, et c'est vrai que ça n'atteint pas la qualité que d'autres séries ont pu avoir, même des séries du passé, comme La Dame de Montsoreau, par exemple, qui était diffusée sur le RTF en 1971 de Yannick Andréhy. C'est déjà une adaptation également de Dumas. Bon, c'est vrai que la forme du Chevalier de Pardaillan n'est pas optimale quant à la dimension historique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de substrat historique dans la série, bien au contraire. Alors c'est vrai que là encore, on y retrouve à peu près tous les clichés qui font partie du légendaire des guerres de religion, comme le fameux tuer les tous de Charles IX, son agonie dans une sueur de sang, et d'autres paroles apocryphes telles que celle d'Henri III
à propos du duc de Guise gisant à ses pieds, hein, il est plus grand mort que vif, ou le fameux Paris vaut bien une messe d'Henri IV. Donc on retrouve tous ces clichés, ces poncifs qui sont d'ailleurs tirés de la littérature polémique du temps, hein, donc de l'époque des guerres de religion, qu'elles soient protestantes ou catholiques. Donc effectivement, là encore, il y a un côté très stéréotypé, mais il n'empêche que il y a quand même une représentation du conflit civil français de la deuxième moitié du XVIe siècle dans cette série, et comme vous le disiez Nicolas, assez passéiste, et je vais m'en expliquer, donc une représentation des guerres de religion assez simpliste même, qui est articulée autour de deux axes essentiels. D'une part, la quête du pouvoir à tout prix, dont le meurtre, en effet, et la compromission, avec des puissances rivales et obscurantistes que sont l'Espagne du roi catholique Philippe II et la papauté, le tout sous couvert de la défense de la foi, qui ne serait en fait qu'un prétexte, un paravent, et non la véritable motivation du combat que mènent les grands de ce monde, uniquement aveuglés par leur ambition. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe de cette représentation des guerres de religion, c'est que ce conflit civil correspondrait à l'expression d'une violence extrême, affranchie de toutes les conventions morales ou politiques, à travers effectivement le massacre de la Saint-Barthélemy, mais aussi la froide exécution par les grands de leurs adversaires, dont le roi lui-même. Hein, c'est la première fois qu'il s'est passé un régicide dans l'histoire de France et qu'on a brisé le tabou de la lèse-majesté. Alors cette représentation binaire des guerres de religion correspond à ce que j'appelle une vulgate qui a été formulée au tournant du XIXe siècle et du suivant, et qui entrecroise deux univers. Celui de Dumas, et plus globalement des romantiques. J'ai eu l'occasion récemment de faire travailler un étudiant de master sur la production picturale du XIXe siècle sur les guerres de religion, et on retrouve exactement la même chose. Hein. Et l'autre univers, c'est celui de Michelet et de Lavis. Or, il se trouve que ce soit les romanciers, les artistes ou les historiens, tous ont les mêmes sources, qui ont été redécouvertes à la faveur de l'école méthodique et du positivisme au milieu du XIXe siècle. Or, ces sources ne sont pas anodines. Il s'agit d'une littérature polémique ou apologétique qui a été développée à l'époque même du conflit civil et par la suite. Ces sources, en fait, ce sont des pamphlets, des libelles, des mémoires, parfois apocryphes, des journaux, comme ceux de Pierre de l'Étoile, par exemple, des déclarations, aujourd'hui on dirait des manifestes politiques, des productions d'historiographes officiels de la monarchie, enfin essentiellement bourbonienne d'ailleurs. Et quand on connaît ces sources, on comprend en fait les fondements de cette vulgate, à savoir la légende noire des derniers Valois, qui a pour corollaire la légende dorée d'Henri IV, hein, l'homme providentiel, l'oblitération de la dimension confessionnelle, voire spirituelle du conflit, qui commence très tôt, hein, dès le tout début des années 1560, de la part des Huguenots, qui en fait volontairement ne placent pas leur combat sur le terrain religieux, mais sur le terrain politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Autre fondement de cette vulgate des guerres de religion, l'idée que ce conflit civil, c'est essentiellement l'atteinte à la souveraineté de l'État, une lutte de pouvoir qui nécessite donc l'instauration d'un État fort de type absolutiste, qui serait le seul rempart possible contre les passions religieuses ou partisanes, génératrices de la pire des violences. Et puis le dernier poncif qu'on retrouve dans cette vulgate des guerres de religion, c'est la déploration des troubles politiques et de la dérive tyrannique possible de la royauté, qui sont synonymes de malheur collectif. Donc c'est ce que j'appelle le discours matriciel sur les guerres de religion, et ça c'est du pain béni pour les héritiers des Lumières, les adeptes du libéralisme, les zélateurs des valeurs révolutionnaires et républicaines, ceux qui refusent le fanatisme, réclament la démocratie, exaltent le patriotisme. Et donc cette vulgate des guerres de religion, c'est une des composantes du fameux récit ou roman national
qui fait Florès sous la Troisième République et qu'on retrouve à la fois dans les œuvres de fiction et dans les livres d'histoire. Et c'est le cas du roman de Zévaco, mais comme la série est une adaptation du roman, est une adaptation même fidèle du roman de Zévaco, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la série télévisée à la fin des années 1980. Alors effectivement, hein, Olivia, il y a cette idée derrière, vous l'avez dit, de roman national, hein, de vulgate de l'histoire qui est aujourd'hui, au vu des avancées de la recherche historique, hein, avec des travaux sans doute soit de Jérémy Foa plus récemment ou de Denis Crouzet, justement, il y a encore aujourd'hui à la télévision, hein, vous avez fait cet article sur la guerre des trônes, hein, la série qui était passée sur France 5, on a encore un petit peu ce regard-là. Et j'espère peut-être, Olivia, qu'on pourra d'ailleurs faire une émission plus longue sur cette série-là pour la décortiquer. Mais on voit encore ces choses-là aujourd'hui. Ça arrive encore, même si Pardaillan a 25 à 35 ans aujourd'hui. Oui, oui, on retrouve, j'ai eu l'occasion de mettre en évidence que on retrouve exactement la même chose dans la série La Guerre des Trônes, qui est pourtant, qui prétend relever du docu-fiction, ce qui serait un gage supplémentaire, on va dire, de sérieux par rapport à une série historique ou en costume comme Le Chevalier de Pardaillan. Bon, en réalité, comme j'ai eu l'occasion de le montrer dans La Guerre des Trônes, l'aspect documentaire reste extrêmement limité. La fiction l'emporte largement. Et là aussi, en dépit de toutes les avancées historiographiques qui se sont opérées sur les guerres de religion depuis, au fond, les années 90, et en particulier l'accélération qui a été impulsée aux recherches par la commémoration du 4e centenaire de l'édit de Nantes en 1998, et bien encore en 2017 ou 18, ça a été diffusé, non même pas en 2019, La Guerre des Trônes, c'est la même chose que dans Le Chevalier de Pardaillan quant à la représentation qui est donnée des guerres de religion. Hein, c'est quasiment du copier-coller, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve exactement le même univers dumasien, mais aussi lavicien. Alors, ça peut tenir à plusieurs explications. La première, alors bien que pourtant, à la différence du Chevalier de Pardaillan, dans la Guerre des Trônes, il y a un conseiller historique qui est quelqu'un que je connais bien, et qui est Nicolas Leroux, et qui est quelqu'un de très sérieux. Mais là encore, si vous voulez, le conseiller historique, on lui a pas demandé grand-chose en réalité. On lui demande d'intervenir en bout de course pour vérifier qu'il n'y a pas trop d'erreurs, du moins pas trop flagrantes. Mais il n'est pas littéralement un co-auteur de l'œuvre. Et c'est bien ça le problème. Ceux qui écrivent la série ne sont pas du tout des spécialistes, encore que c'est pas forcément ce qu'on leur demande, mais ce sont plutôt donc des gens qui viennent de la fiction, qui viennent du roman, et qui, de toute façon, ont finalement pour contrainte de fournir au public ce qu'il attend. Et dans le cas des séries relatives aux guerres de religion, mais ça vaut aussi pour d'autres programmes et d'autres périodes historiques, la notion clé, c'est celle du ressassement. C'est-à-dire que le public serait finalement totalement désarçonné si on lui montrait quelque chose de différent de ce à quoi il est habitué. Donc il y a bien une vulgate des guerres de religion. Il y a une façon de se représenter les guerres de religion dans l'imaginaire collectif, ce que j'ai pu observer également dans le roman ou dans la bande dessinée, et c'est ça que le public attend. Et si on lui donne autre chose, en fait, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, on n'est pas assuré du tout du succès de l'œuvre en question. Oui, effectivement, vous avez raison, hein, la production de fiction historique, que ce soit des séries, des romans, voire des bandes dessinées, dépend effectivement des attentes du public, hein. Il y a aussi des visées commerciales là-dessus. Ça dépend aussi j'allais dire, de l'époque où c'est tourné, parce qu'une série, même si elle représente quelque chose qui est en costume du passé, elle est aussi représentative des valeurs ou des visions des choses d'une certaine époque. Et j'allais maintenant, Olivia, vous poser justement la question sur le Chevalier de Pardaillan, sur une certaine dimension peut-être idéologique que l'on retrouve dans cette œuvre. Est-ce que vous pourriez nous développer autour de ce thème-là, qui est quand même assez important?
Oui, en effet, Nicolas, c'est vrai que euh, bien que on retrouve dans ces différents supports, dont le Chevalier de Pardaillan, une représentation stéréotypée des guerres de religion dans ses fondamentaux, ça ne veut pas dire pour autant que chaque œuvre ne soit pas porteuse d'une dimension idéologique qui serait en partie le reflet de l'époque dans laquelle elle a été produite. Et dans le cas du Chevalier de Pardaillan, ça joue là encore à deux niveaux, puisque Zevako, l'auteur du roman feuilleton qui a donné lieu à l'adaptation dans la série télévisée, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement, c'est pas une sorte de copycat de Dumas. Zevako, comme beaucoup d'auteurs de KPDP qui disparaissent derrière leurs héros, hein, qui sont beaucoup moins connus que leurs héros, que ce soit Rouletabille ou le Capitan ou Lagardère, etc. Zevako, c'est quelqu'un de très particulier qui a sa propre patte et surtout de très fortes convictions, qui imprègne totalement son roman et qui imprègne également la série dans la mesure où le scénariste et dialoguiste, qui n'est pas n'importe qui non plus, qui est Jean Châtenay, a tout à fait respecté l'esprit du roman de Zevako. Et c'est aussi le cas. Alors, il est vrai qu'à l'époque, José Dayan, je le disais précédemment, n'est pas celle qu'elle est devenue, n'avait pas du tout, voire franchement pas, d'autonomie dans la réalisation de ces programmes, mais il n'empêche que José Dayan a aussi une patte, une façon de voir les choses qui s'esquisse déjà dans cette première série télévisée qui est Le Chevalier de Pardaillan. Elle dit elle-même dans ses interviews que, je la cite, elle veut ancrer ses productions dans une société plus dure, plus angoissée, moins permissive et moins frivole que celle des années 70, et que ce qu'elle propose, c'est une relecture des classiques en prise avec le monde d'aujourd'hui. Et en effet, cette dimension idéologique dans la série, elle est présente et elle peut parler à des spectateurs de la fin des années 80, mais même à des spectateurs contemporains. En effet, Zevako est un frondeur. C'est un ancien professeur et un ancien sous-officier qui a quitté ces deux corps de l'État avec perte et fracas. C'est aussi un auteur engagé, militant, il va loin, puisqu'il va jusqu'à provoquer en duel le ministre de l'Intérieur de l'époque, ce qui en 1890, qui lui a valu de faire de la prison. C'est un Dreyfusard, par exemple. Il est journaliste et rédacteur en chef à l'Égalité. C'est un ami de Jaurès, c'est un contributeur de l'Humanité. Il est polémiste, romancier, et c'est un socialiste à tendance anarchiste, ce qui se traduit très fortement dans le roman et dans la série qui en découle. C'est pourquoi on y trouve tout d'abord une forme de féminisme, ça c'est assez intéressant. Alors déjà chez Dumas et dans les adaptations audiovisuelles de ses romans, les femmes, alors surtout Catherine de Médicis et Marguerite de Valois, Margot, tiennent la vedette, mais c'est beaucoup plus flagrant encore dans Le Chevalier de Pardaillan, où ce sont bel et bien les femmes qui ont le beau rôle, qu'elles soient de grandes dames ou des filles du peuple. Sont-elles en fait les véritables héroïnes, maîtresses de leur destin, tragique ou glorieux d'ailleurs? Les hommes n'apparaissent en fait que comme de pauvres pantins dont elles tirent les ficelles sans vergogne, à l'instar de Catherine de Médicis, Fausta, qui est un personnage imaginaire, qui est censée être une descendante des Borgia, ou encore la sœur du duc de Guise, qui est une véritable passionnariat. Et puis, ou alors, les hommes font l'objet du sacrifice volontaire de ces femmes en vue d'assurer le salut de ces hommes en question, ce qui est le cas de la prostituée, par exemple, qui donne sa vie pour pouvoir permettre la libération de Pardaillan. Et par exemple, on sait que Zevako fréquentait les milieux féministes, il était partisan de l'union libre, il n'a régularisé sa relation avec sa compagne que très tard, et on sait aussi qu'il militait pour le droit à l'avortement. Ce qu'on retrouve également dans Le Chevalier de Pardaillan, c'est le fait que Zevako transmute ses convictions libertaires dans son personnage. En effet, Pardaillan se vante de n'avoir ni Dieu ni maître, de ne servir d'autre religion que la sienne.
Son loyalisme est celui du cœur et non de l'intérêt. D'ailleurs, il refuse toutes les formes de gratification, honneur, charge, émoluments qu'on lui propose afin qu'il mette son épée au service de l'un ou l'autre camp. Donc son loyalisme est celui du cœur, pas celui de l'intérêt ni de la crédulité. Il y a un côté très anti-clérical et globalement, Pardaillan refuse au fond les églises établies, quelles qu'elles soient protestantes ou catholiques. Sa religion, c'est l'amour, donc il a une dimension très très humaniste, très moderne, et effectivement, Zévaco et aussi donc à travers son personnage, Pardaillan fait l'apologie d'un homme libre de penser et d'agir, et d'ailleurs la série le respecte puisque dès le générique, on voit donc Pardaillan incarné par Patrick Bouchité, chevauché à bride abattue, cheveux au vent en pleine nature, ce qui est donc la représentation visuelle parfaite de cette liberté incarnée par Pardaillan. Alors, il est plus que probable que ces valeurs-là, qui ont peut-être pas un côté universel, mais en tout cas une certaine pérennité, pouvaient trouver une résonance auprès du public de la fin des années 80 et encore aujourd'hui, où on continue plus que jamais, et d'ailleurs malheureusement sous l'effet d'une actualité qui peut être traumatisante, on continue aujourd'hui d'agiter les questions de parité, de laïcité, d'identité nationale, de fracture sociale, et il est certain que le message que véhicule le Chevalier de Pardaillan, et peut-être aussi ce qu'on retrouve aussi dans La Guerre des Trônes, où c'est du même tonneau en fait, ce message est parfaitement susceptible de faire écho aux préoccupations de gens comme vous et moi. Et ce qui est intéressant finalement dans ces productions, que ce soit Le Chevalier de Pardaillan ou La Guerre des Trônes, c'est qu'on peut les qualifier à juste titre de populaires et sans aucune connotation péjorative, c'est-à-dire qu'on a là des productions qui sont capables de parler à un large public non élitiste, un public qui peut se reconnaître dans la réalité humaine qui prédomine dans ces œuvres audiovisuelles et dont au fond l'histoire n'est qu'un avatar. Olivia, merci pour cette présentation de cette série. C'est vrai qu'on est remonté un petit peu aujourd'hui dans le temps pour une série des années 80, mais c'est aussi ça le but d'Histoire en série, de montrer des séries actuelles et puis des séries d'hier, comme on le dit dans notre présentation. Et vous avez raison, vous avez bien montré que cette série-là est le pur produit des années 80, avec une certaine attente aussi, avec une époque où on n'a pas les plateformes de streaming comme aujourd'hui, Netflix ou Amazon Prime par exemple. Donc il y a une autre attente de la part du public et les producteurs ont essayé de répondre à cela en faisant, vous l'avez dit, le mot, des productions populaires. Et c'est ce que vous avez essayé de très bien montrer aujourd'hui, justement, qu'il y a derrière quand même des choses à voir et à analyser. Et c'est tout à fait le but du podcast. Alors, on a aussi, comme dans toutes les émissions, une bibliographie complémentaire pour ceux qui voudraient aller plus loin. La parution aussi des ouvrages, de vos ouvrages, Olivia, on les retrouve sur notre site donc histoireensérie.com, ou sur la page de cet épisode, vous aurez tout et vous pourrez approfondir les choses. Donc allez-y, regardez-le. Vous pourrez aussi avoir les liens pour écouter l'émission. Et puis, comme dans toutes les émissions, cet épisode 53 se retrouve en résumé sur notre partenaire nonfiction.fr, sur lesquels vous aurez tous les résumés des émissions depuis le début. Olivia, merci, et puis peut-être à bientôt, pourquoi pas, pour commenter cette série donc de France 5, La Guerre des Trônes. Merci, avec plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.